Londres, 1867, la pluie s'abattait contre les fenêtres du manoir de Blackwood avec une fureur implacable, comme si la nature elle-même protestait contre la scène qui se déroulait dans le bureau aux boiseries de chêne. Miss Eleanor Blackwood se tenait, la posture raide comme un piquet, devant son père, les mains serrées en poing le long de son corps, son visage se vidant de sa couleur non pas par peur, mais par une colère pure et sans mélange. Lord Blackwood, le visage lui-même hâve d'inquiétude, venait de lui annoncer la nouvelle qui avait fait voler en éclats son monde si soigneusement construit. La famille était ruinée, au bord de l'effondrement financier complet, et son père avait assuré leur salut par la plus ancienne des traditions aristocratiques. Elle devait épouser le duc de Thornfield, un homme dont la réputation de froide arrogance le précédait comme un vent d'hiver mordant. Eleanor, à 26 ans, n'était pas une débutante minaudière. C'était une femme d'une intelligence féroce qui avait secrètement géré les comptes de la famille pendant des années, tentant désespérément d'endiguer le flot des dépenses inconsidérées de son père et de son frère. Ses rêves d'indépendance financière, d'ouvrir peut-être un jour une école pour filles où les mathématiques et les sciences seraient sur un pied d'égalité avec la couture et la danse, semblaient en s'effondrer sous ses yeux. « Je préférerais mourir plutôt que d'épouser cet homme froid et arrogant », déclara-t-elle, la voix tremblante d'émotion en se remémorant les rares occasions où elle avait croisé le duc lors de bals et de soirées à Londres. Son regard dédaigneux l'avait balayée comme si elle était invisible. Sa conversation avec d'autres nobles était empreinte de condescendance, et toute son attitude suggérait un homme qui considérait le monde comme son royaume personnel et ses habitants, comme de simples sujets soumis à sa volonté. Lord Blackwood frappa la table de sa main, faisant sursauter la carafe en cristal. « On t'a fait un grand honneur, Eleanor, » dit-il, sa voix s'élevant pour rivaliser avec la tempête au dehors. Le duc aurait pu choisir n'importe quelle jeune dame de Londres, et pourtant il a accepté de sauver cette famille de la ruine en te demandant en mariage. Son père passa une main dans ses cheveux grisonnantes, paraissant soudain vieux et vaincu sous ses fanfaronnades. Tu as 3 jours jusqu'à son arrivée. 3 jours pour te résigner à ton devoir de fille de cette maison. Eleanor sentit les murs du bureau se refermer sur elle, les livres reliés en cuir qui avaient été son refuge devenant les témoins silencieux de sa condamnation. Son esprit parcourait les possibilités, toutes plus désespérées les unes que les autres. S'enfuir signifierait une pauvreté certaine. Refuser condamnerait sa famille, y compris ses jeunes sœurs dont l'avenir serait détruit par le scandale et la misère. L'air dans la pièce semblait vibrer de tension alors que le père et la fille se regardaient par-delà un fossé d'incompréhension infranchissable. En ce moment de crise, l'esprit indépendant d'Eleanor, cette qualité même qui avait maintenu la famille à flot si longtemps, grâce à sa gestion habile, se dressait maintenant comme le plus grand obstacle au salut que son père avait arrangé. Elle se détourna, incapable de supporter le mélange d'autorité et de supplication dans le regard de son père, et fixa la pluie transformée en rivière sur la vitre, un miroir parfait des larmes qu'elle refusait de laisser couler. Et c'est le moment idéal pour vous abonner à notre chaîne. Chaque abonné nous rapproche du millier, ce qui nous aide à garder ces histoires vivantes et à continuer de vous les partager. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de laisser un commentaire en nous disant d'où vous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces récits voyagent à travers le monde. Continuons maintenant. Le lendemain se leva, clair et lumineux, comme si les cieux eux-mêmes avaient épuisé leur fureur. Mais la tempête intérieure d'Eleanor faisait rage sans relâche, alors qu'elle quittait le manoir de Blackwood d'un pas déterminé. Elle chercha refuge dans le seul endroit qui n'avait jamais manqué d'apporter du réconfort à son esprit troublé, la librairie Pembroke et Fields, dans un coin tranquille d'Oxford Street. Ce modeste établissement, avec ses étagères vertigineuses
et son agréable parfum de cuir, de papier et d'encre était son sanctuaire depuis l'enfance, lorsque sa défunte mère l'y emmenait pour choisir des volumes que la plupart des parents auraient considérés comme tout à fait inappropriés pour une jeune fille. Désormais femme, Eleanor se dirigea avec détermination vers la section des mathématiques et de la philosophie naturelle. Ses doigts glissant le long des dos de livres qui représentaient la liberté entre leurs pages reliées. Perdue dans la contemplation d'un volume particulièrement prometteur sur le calcul avancé, elle ne remarqua pas un autre client s'approchant de la direction opposée jusqu'à ce que leur corps se heurte. En voyant sa pile soigneusement sélectionnée s'écrouler sur le sol dans une cascade de cuir et de dorure. Elle tomba immédiatement à genoux, mortifiée par le dérangement dans cet espace sacré et silencieux, pour se retrouver face aux yeux bleus les plus saisissantes qu'elle ait jamais vus. L'inconnu s'agenouilla en face d'elle, rassemblant déjà ses trésors tombés avec des mains soigneuses qui suggéraient un respect pour l'écrit. Il marqua une pause, étudiant le titre d'un volume avec un intérêt non dissimulé plutôt qu'avec la confusion dédaigneuse qu'elle rencontrait habituellement lorsque les hommes découvraient ses penchants académiques. Lagrange et Euler en un après-midi, remarqua-t-il, sa voix un agréable baryton qui semblait s'accorder parfaitement à la chaleur de la librairie. C'est soit un dévouement impressionnant, soit un remède particulièrement efficace contre l'insomnie. La lueur taquine dans ses yeux ôta toute pique à ses paroles. Et Eleanor se surprit à répondre avec une franchise inattendue sur sa fascination de longue date pour les principes mathématiques, sa conviction que les nombres offraient une clarté et une certitude qui manquaient tristement aux interactions humaines. Plutôt que de paraître ennuyé ou condescendant, l'inconnu l'engagea avec un intérêt sincère, contestant ses affirmations avec des contre-arguments réfléchis qui révélaient un intellect redoutable. Leur conversation serpenta des mathématiques aux sciences naturelles, en passant par l'éducation terriblement inadéquate fournie aux femmes, au cours de laquelle l'inconnu exprima des vues étonnamment progressistes sur la capacité intellectuelle féminine. Lorsque le propriétaire de la librairie s'éclaircit ostensiblement la gorge, Eleanor réalisa avec un sursaut qu'il conversait, depuis près d'une heure, encore à moitié agenouillé dans l'étroite allée. L'inconnu se releva d'un mouvement fluide et lui tendit la main pour l'aider, se présentant simplement comme James, sans offrir de nom de famille ou de titre pour le situer dans la hiérarchie rigide de la société londonienne. Alors qu'elle se préparait à contre-cœur à retourner à la prison de sa maison familiale et à son destin imminent, Eleanor réalisa que cette brève rencontre avait accompli ce qu'elle pensait impossible, soulever temporairement le poids du désespoir de ses épaules et le remplacer par la lueur chaleureuse d'une connexion intellectuelle. Elle fit ses adieux à James avec un regret sincère, ignorant que sa rencontre fortuite était tout sauf le fruit du hasard, et que le bel inconnu aux yeux bleus remarquables et à l'esprit incisif était l'homme même dont le nom l'avait rempli d'une telle terreur la veille encore. Les 2 jours suivants virent Eleanor et James se rencontrer avec une telle régularité que la coïncidence devenait difficile à croire. Pourtant, Eleanor accueillit chaque rencontre avec une chaleur croissante. Leurs premières retrouvailles eurent lieu à St. James Park, où la brume matinale s'accrochait encore à l'herbe et où Eleanor avait cherché une solitude précoce pour éclaircir ses pensées. Elle tourna au détour d'un sentier pour trouver James assis sur un banc, esquissant la silhouette de gibier d'eau sur le lac. Il se leva à son approche, son visage s'illuminant d'un plaisir qui reflétait sa propre joie inattendue. Ils marchèrent pendant des heures sur les sentiers sinueux, la conversation s'écoulant entre eux avec une aisance remarquable, passant de la littérature à la politique et à la philosophie sans gêne ni prétention. Lors de leur 3e rencontre, dans un coin ensoleillé de la bibliothèque publique, où des grains de poussière dansaient dans des puits de lumière dorée entre les étagères imposantes, Eleanor se surprit à partager des confidences qu'elle n'avait jamais révélées à une autre âme.
Assis les genoux se frôlant presque dans l'intimité d'une alcôve de fenêtre, elle parla de sa passion pour les mathématiques, de sa gestion secrète des comptes familiaux, et finalement du fardeau écrasant qui pesait maintenant sur ses épaules. « Mon père a arrangé mon mariage avec un duc sans cœur qui traite les gens comme des biens, » confia-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, alors qu'elle tordait ses mains sur ses genoux. Le duc de Thornfield, je l'ai observé lors de réceptions, si froid et arrogant, considérant tout le monde comme inférieur à lui. Je vais être vendu comme du bétail pour sauver ma famille de la ruine. James écoutait attentivement, ses yeux bleus entièrement concentrés sur son visage, ne montrant ni la condescendance dédaigneuse, ni la fausse sympathie qu'elle attendait désormais des hommes lorsqu'elle exprimait une véritable détresse. Il sembla choisir ses mots avec un soin particulier lorsqu'il répondit enfin, suggérant que peut-être tout n'est pas comme il y paraît. Même les ducs peuvent être plus que ce que leur titre suggère. Certains hommes, continua-t-il, sont contraints par les attentes de leur position, forcés de maintenir une certaine façade qui peut ne pas refléter leur vraie nature. Sa douce défense d'un homme qu'il n'avait vraisemblablement jamais rencontré frappa Eleanor comme étrange, mais profondément aimable, révélant une générosité d'esprit qui ne fit qu'accroître son estime grandissante. Des jardins trempés de pluie où ils se blottissaient sous son parapluie, riant alors que le vent leur fouettait le visage de gouttelettes, à la chaleur feutrée de la bibliothèque où leurs doigts se frôlèrent en atteignant le même volume, provoquant une bouffée de chaleur sur ses joues. Eleanor sentit son paysage émotionnel changer aussi radicalement que leur décor. À chaque rencontre, le spectre de son mariage imminent reculait légèrement, non pas parce qu'elle croyait pouvoir y échapper, mais parce que James lui avait offert le précieux cadeau d'être vraiment vu pour la première fois de sa vie. Il débattait avec elle en égal intellectuel, valorisait ses opinions sans réserve, et la regardait avec une intensité qui faisait faire à son cœur les acrobaties les plus alarmantes dans sa poitrine. Alors qu'elle lui disait adieu à contre-cœur la veille du jour redouté, promettant de le revoir une fois le duc arrivé, Eleanor restait béatement ignorante de la vérité que les lecteurs avaient sûrement devinée, que son James et le duc de Thornfield n'étaient qu'une seule et même personne, et que l'homme qu'elle en était venue à admirer avait tout risqué sur cette connexion fragile, formée sans le poids du titre et des attentes. Le jour redouté s'abattit sur le manoir de Blackwood, projetant de longues ombres malgré le joyeux soleil de juin qui filtrait par les fenêtres du salon. Eleanor se tenait rigide près de la cheminée, ses doigts agrippant le manteau avec une telle force que ses jointures blanchissaient sur sa peau pâle. Elle s'était habillée avec une simplicité délibérée, dans une robe d'un bleu profond que son père avait critiquée comme étant inconvenante pour une présentation si importante. Mais Eleanor était déterminée à se présenter sans artifice devant l'homme qui achèterait son avenir avec son titre et sa fortune. Le majordome apparut à l'embrasure de la porte, le visage un masque de solennité étudié, alors qu'il annonçait l'arrivée de Son Altesse, le duc de Thornfield. Eleanor se prépara, le menton levé dans une préparation pleine de défis pour sa première rencontre avec l'aristocrate froid qu'elle redoutait depuis 3 jours. La porte s'ouvrit, et le monde sous ses pieds sembla se dissoudre. Devant elle ne se tenait pas un inconnu, mais James, sa silhouette familière maintenant vêtue d'un habit de cérémonie impeccable qui soulignait sa taille impressionnante et ses larges épaules d'une manière que ses vêtements plus simples n'avaient pas fait. Ses mêmes yeux bleus intenses la regardaient maintenant avec appréhension plutôt qu'avec l'admiration chaleureuse qu'elle en était venue à chérir. Le sang quitta son visage alors que la compréhension se faisait jour, transformant l'affection en trahison en un moment de clarté dévastateur. Son père fit les présentations avec un enthousiasme obséquieux, entièrement inconscient du drame silencieux qui se déroulait devant lui. Eleanor répondit avec une courtoisie mécanique, sa voix lui semblant lointaine, alors que le choc laissait place à une colère montante.
Ce ne fut que lorsque Lord Blackwood fut appelé pour parler avec la gouvernante d'un détail du dîner qu'elle se retrouva seule avec l'homme qu'elle avait connu sous le nom de James, maintenant révélé comme le duc qu'elle avait si véhémentement rejeté. « Vous m'avez trompé » l'accusa-t-elle, la voix tremblante de blessure et de fureur. « Était-ce amusant de jouer avec la femme que vous êtes forcé d'épouser? Avez-vous ri de mes confidences avec vos amis aristocrates ?» Le duc fit un pas vers elle, puis s'arrêta alors qu'elle reculait. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous faire de la peine, Eleanor, » dit-il, son nom sur ses lèvres semblant maintenant une autre tromperie. « Je voulais seulement vous connaître vraiment, sans la barrière du titre et des attentes. » Le salon, qui avait toujours été un lieu de confort avec ses meubles familiers et son odeur de cire d'abeille et de lavande, ressemblait maintenant à une prison élégante. L'air entre eux vibrait de tension, épais de mots non dits et de confiance brisée. Eleanor se sentit suffoquée sous le poids de ses sentiments. La connexion sincère qu'elle avait formée avec James maintenant, empoisonnée par la connaissance de sa tromperie. Même si une partie de son esprit reconnaissait la logique derrière ses actions, son cœur se rebellait d'avoir été la participante involontaire d'un tel stratagème. Elle se détourna de lui vers la fenêtre, son dos rigide communiquant ce que sa voix tremblante ne pouvait pas dire. Que quelque chose de précieux avait été endommagé, peut-être de manière irréparable, par cette révélation. Le fondement délicat du respect mutuel et de l'affection naissante qu'ils avaient construit au cours de leur rencontre secrète gisait maintenant en ruines à ses pieds, créant un conflit qui ne pouvait être résolu par de simples explications ou excuses, car comment pourrait-elle jamais croire que quoi que ce soit entre eux avait été réel? Le dîner officiel de ce soir-là fut un exercice d'hostilité à peine voilé, soigneusement déguisé en étiquette convenable. La salle à manger de Blackwood brillait à la lueur des bougies se reflétant sur la meilleure argenterie de la famille. Hâtivement polie pour l'occasion, tandis que des laquais en livrée d'emprunt servaient les plats avec une précision étudiée. Eleanor était assise en face du duc, son visage un masque composé qui ne révélait rien du tumulte intérieur, tandis que les membres de sa famille, y compris sa redoutable mère, la duchesse douairière, et son jeune frère Lord Edmund, complétaient le rassemblement intime. La conversation s'écoula avec une amabilité artificielle, jusqu'à ce qu'Eleanor l'oriente délibérément vers des sujets conçus pour provoquer. Elle parla avec éloquence de l'injustice inhérente aux privilèges héréditaires, de la nature parasite des aristocrates qui vivaient du travail des tenanciers sans rien apporter de valeur à la société, le tout livré avec des sourires si doux et des manières si parfaites que son père ne pouvait ouvertement la réprimander, bien que son teint devînt de plus en plus rouge. Le duc répondit à chaque pique avec une retenue mesurée, ses yeux ne quittant jamais son visage, même si elle refusait de croiser directement son regard. Lorsque le dernier plat fut débarrassé et que les dames se préparèrent à se retirer, Eleanor s'éclipsa plutôt sur la terrasse, désespérée de prendre l'air frais, pour rafraîchir ses joues empourprées et calmer son cœur battant. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il la suive, mais quelques instants plus tard, elle sentit sa présence derrière elle, grand et imposant, au clair de lune qui projetait des ombres dures sur la balustrade de pierre. « Vous avez exprimé vos sentiments sur l'aristocratie de manière remarquablement claire ce soir, » dit-il, sa voix tendue d'une émotion contenue. Eleanor se retourna pour lui faire face, abandonnant toute prétention de civilité, alors que des semaines de peur, de colère et de blessures se déversaient. Elle l'accusa de tromperie, de manipulation, et d'utiliser sa richesse et son statut pour acheter une épouse qui n'avait pas le choix. Sa voix s'éleva à chaque accusation, jusqu'à ce qu'elle porte le coup final, les mots qu'elle avait d'abord lancés à son père maintenant dirigés contre l'homme lui-même. « Je préférerais mourir plutôt que de vous épouser, votre Altesse », déclara-t-elle, soulignant son titre avec un dédain venimeux. Les mots restèrent suspendus entre eux dans l'air nocturne, plus définitifs et tranchants qu'elle ne l'avait voulu.
Le duc se tenait parfaitement immobile, le clair de lune illuminant son visage d'une lumière argentée qui accentuait les angles forts de ses traits et la vulnérabilité inattendue qui transformait son expression. « J'avais espéré que nos conversations vous montreraient l'homme au-delà du titre, » dit-il doucement, son sang-froid se fissurant enfin pour révéler une douleur sincère en dessous. « Je pensais que peut-être, lorsque nous parlions de livres et d'idées, lorsque vous riez de mes piètres tentatives d'humour, lorsque vous partagiez vos rêves avec moi, vous voyez James, pas Thornfield. » Au lieu de la colère froide à laquelle elle s'attendait, sa réponse contenait une telle honnêteté brute qu'Eleanor sentit sa certitude vaciller pour la première fois. Le clair de lune créait des contrastes saisissants sur la terrasse, des ombres profondes et une illumination brillante sans juste milieu, un peu comme le gouffre émotionnel qui les séparait maintenant. Il sembla sur le point de dire plus, de combler cette distance impossible, lorsque Lord Blackwood appela depuis le salon, brisant l'instant en fragments irrécupérables. Le duc se redressa, son masque aristocratique se remettant en place alors qu'il s'inclinait cérémonieusement et rentrait, laissant Eleanor seule, avec la réalisation inconfortable qu'elle avait peut-être entrevu une vérité qu'elle n'était pas encore prête à reconnaître, qu'il y avait peut-être bien un homme digne d'être connu sous le titre qu'elle méprisait tant. Le lendemain matin se leva avec une atmosphère particulière au manoir de Blackwood, un courant d'excitation parcourant le personnel de la maison alors qu'Eleanor descendait le grand escalier. Elle avait mal dormi, ses rêves hantés par des confrontations au clair de lune et des yeux bleus blessés, la laissant avec une lourdeur qui faisait de chaque pas un effort. En approchant de la salle du petit déjeuner, elle s'arrêta au son de chuchotements pressés venant d'un couloir latéral où deux femmes de chambre se tenaient, les têtes rapprochées, inconscientes de sa présence. Les mots qui parvinrent à ses oreilles semblaient impossibles, des fragments sur le duc renonçant à son titre, les domaines transférés à Lord Edmund, la société en émoi face à ce scandale sans précédent. Eleanor se plaqua contre le mur, le cœur battant, s'efforçant de saisir plus de détails, certaine d'avoir mal compris. La femme de chambre plus âgée mentionna un document officiel signé la veille au matin, avant même l'arrivée du duc au manoir de Blackwood, tandis que la plus jeune exprimait son choc que quelqu'un puisse volontairement renoncer à une telle richesse et position. Abandonnant toute prétention de bienséance, Eleanor se précipita à l'étage vers sa chambre, l'esprit tourbillonnant de confusion, pour découvrir qu'une lettre avait été glissée sous sa porte. Elle reconnut immédiatement l'écriture, la même écriture élégante qui avait légendé un dessin botanique qu'il lui avait offert lors d'une de leurs rencontres dans le parc. Les doigts tremblants, elle brisa le sceau et déplia les pages, s'affaissant sur le bord de son lit, alors que les mots transformaient sa compréhension de tout ce qui s'était passé. James expliquait qu'il avait pris la décision irrévocable de renoncer à son titre et à ses domaines en faveur de son jeune frère des jours avant leur première rencontre, las du vide de la vie aristocratique et aspirant à la liberté de poursuivre des intérêts érudits sans le fardeau des responsabilités ducales. Il avait arrangé les négociations de mariage avec son père, sachant qu'il ne serait plus duc lorsque l'accord serait rempli, mais espérant fournir la sécurité financière dont sa famille avait besoin grâce au règlement généreux accompagnant son abdication. La raison de sa tromperie devint claire à mesure qu'elle lisait. Il avait voulu la rencontrer en tant que lui-même, dépouillé de titre et de position, pour découvrir s'il pouvait en construire quelque chose d'authentique avant de révéler le changement radical de sa situation. Sa plus grande peur, écrivait-il, avait été qu'elle l'accepte uniquement pour son titre, ne voyant jamais l'homme en dessous, mais leur conversation à la librairie et au parc lui avaient donné l'espoir qu'elle pourrait l'apprécier pour son esprit et son caractère plutôt que pour son rang. La chambre, qui avait été son sanctuaire depuis l'enfance, lui parut soudain confinée, les murs se refermant sur elle, alors que les fondations de tout ce en quoi elle croyait s'ébranlaient.
L'homme qu'elle avait condamné comme un aristocrate privilégié avait volontairement renoncé aux privilèges et au pouvoir, tandis qu'elle, qui se targuait de voir au-delà des conventions sociales, l'avait jugé par le titre même qu'il avait déjà abandonné. Les mots amers qu'elle lui avait lancés sur la terrasse au clair de lune revinrent la hanter avec une nouvelle signification. Sa déclaration qu'elle préférerait mourir plutôt que de l'épouser prenant une ironie cruelle, alors qu'il avait déjà abandonné la chose même qu'elle méprisait le plus chez lui. Eleanor entra d'un pas décidé dans le bureau de son père sans frapper, une entorse à l'étiquette qui reflétait son trouble intérieur. Lord Blackwood leva les yeux de sa correspondance avec un froncement de sourcils qui se mua rapidement en résignation en reconnaissant la mâchoire déterminée de sa fille et la lettre qu'elle serrait dans sa main. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle, se passant entièrement de politesse. Le duc de Thornfield, ou James comme je le connais maintenant, est-il venu vous voir il y a des semaines avec un arrangement qui sauverait les finances de notre famille même sans mariage? Son père posa sa plume avec un soin délibéré, le léger tremblement de sa main étant la seule indication de son malaise. « C'est vrai, » reconnut-il après une longue pause. « Monsieur Valamont, comme il se fait appeler maintenant, m'a approché avec des conditions des plus inhabituelles. Il fournirait un règlement assez généreux pour effacer nos dettes et restaurer le domaine à la prospérité, à une seule condition, qu'il puisse vous rencontrer en tant que simple roturier avant que tout arrangement formel ne soit discuté. » Lord Blackwood désigna la chaise en face de son bureau, et Eleanor s'y laissa tomber, sa colère cédant la place à la confusion. Son père expliqua que James avait été remarquablement franc sur ses intentions, révélant qu'il avait déjà entamé le processus légal de transfert de son titre et de ses principales possessions à son jeune frère avant d'initier les négociations avec les Blackwood. Il s'était lassé de l'artifice de la vie aristocratique, du vide des relations fondées sur l'avantage plutôt que sur une connexion sincère. Par-dessus tout, il avait désiré la liberté de poursuivre des intérêts érudits en philosophie naturelle et en mathématiques, jugés inappropriés pour un duc mais qui pourraient être respectables pour un gentleman de moyens. Et il souhaitait vous rencontrer, Eleanor, sans que l'ombre du titre et de la richesse ne colore votre perception de lui. Continua Lord Blackwood, regardant sa fille avec une nouvelle compréhension. Il a parlé de vous avec une perspicacité remarquable, décrivant votre intelligence et votre esprit indépendant comme des qualités à chérir plutôt qu'à gérer. J'avoue que j'étais sceptique, mais sa sincérité était difficile à mettre en doute. Eleanor écoutait avec un émerveillement croissant, alors que son père révélait que James avait pris une modeste maison près du British Museum, où il avait l'intention d'établir un petit laboratoire pour l'expérimentation scientifique, ne conservant de ses anciens domaines que juste assez de richesses pour vivre confortablement et financer ses recherches. Le règlement qu'il avait arrangé pour les Blackwood était substantiel mais ne l'appauvrirait pas, représentant un équilibre soigneusement calculé qui permettrait aux deux parties d'avancer avec dignité. Le soleil perça soudain les nuages à l'extérieur, envoyant un rayon de lumière dorée à travers le bureau qui avait semblé si menaçante quelques jours plus tôt. Sous cette nouvelle lumière, la pièce semblait transformée en un lieu de révélation plutôt que de confinement, tout comme sa compréhension de James avait été transformée par la vérité de son sacrifice. L'ampleur de ce à quoi il avait renoncé devint de plus en plus claire, non seulement la richesse et la position, mais l'identité même qui avait façonné son existence depuis sa naissance. Et le plus remarquable, c'est qu'il l'avait fait avant de la rencontrer, non pas comme un geste désespéré pour gagner son approbation, mais comme un véritable acte d'autodétermination qui reflétait son vrai caractère et ses principes. Le conflit romantique s'approfondit non pas par de nouveaux obstacles, mais par la prise de conscience naissante d'Eleanor qu'elle l'avait jugé selon les normes mêmes qu'elle prétendait rejeter, ne voyant que le titre plutôt que l'homme qui avait trouvé le courage de se redéfinir selon ses propres valeurs plutôt que les attentes de la société.
Eleanor se leva à l'aube, après une nuit de profonde introspection, s'habillant de sa plus simple robe du matin gris colombe, sans autres ornements qu'une broche camée qui avait appartenu à sa mère. Elle laissa un mot à sa femme de chambre perplexe, se glissa hors de la maison comme un voleur, et héla un fiacre sur la route principale avec une confiance née du désespoir. L'adresse qu'elle donna au cocher les mena à travers des quartiers de plus en plus intellectuels de Londres jusqu'à ce qu'ils atteignent une modeste maison de ville en briques près du British Museum. Son extérieur se distinguant seulement par des jardinières remplies d'herbes soigneusement entretenues plutôt que de fleurs décoratives. Pendant de longues minutes après avoir payé le cocher, Eleanor resta sur le trottoir, rassemblant son courage avant de finalement monter les marches et de soulever le heurtoir en laitant. La gouvernante qui la fit entrer sembla momentanément surprise par l'arrivée d'une dame non accompagnée, mais la dirigea vers le bureau à l'arrière de la maison quand Eleanor se présenta. Elle s'arrêta sur le seuil, observant la scène devant elle avec un regard neuf. James était assis à un bureau positionné pour capter la lumière optimale des grandes fenêtres, entouré de piles de livres et de papiers couverts de notations mathématiques. Divers instruments scientifiques occupaient chaque surface disponible, tandis que les étagères débordaient de volumes classés par sujet plutôt que pour l'esthétique. C'était une pièce conçue pour le travail et la pensée plutôt que pour l'impression, tout comme l'homme lui-même, qui leva les yeux à son pas léger, avec une expression de surprise si nue qu'Eleanor sentit son discours soigneusement répété l'abandonner entièrement. Elle entra dans la pièce, retirant ses gants avec un soin délibéré pour dissimuler le tremblement de ses doigts. Dans la claire lumière du matin qui filtrait par les fenêtres sans rideaux, elle le vit vraiment pour la première fois, non pas comme le duc qu'elle avait crainte, ni même comme le James idéalisé de leur première rencontre, mais comme lui-même, un homme de principe et de courage qui avait tout risqué pour l'authenticité. « J'ai rejeté un titre, pas un homme », admit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je crains d'avoir été aussi pleine de préjugés que ceux que je critiquais, vous jugeant selon la norme même que je prétendais mépriser. » Le modeste bureau, avec son mobilier simple mais de qualité, reflétait la vraie nature de James, sans prétention mais digne, pratique mais raffiné. Les livres étaient classés par sujet et fréquence d'utilisation plutôt que pour l'exposition. Les instruments scientifiques positionnés pour leur fonction plutôt que comme ornement, tout parlait d'un esprit qui valorisait la substance plutôt que l'apparence. La reconnaissance par Eleanor de son propre préjugé marquait son évolution au-delà de l'indignation vertueuse vers une véritable conscience de soi, sa volonté de se montrer vulnérable devant lui démontrant un courage égal au sien. James se leva lentement de son bureau, l'espoir et la méfiance se livrant bataille dans son expression alors qu'il se dirigeait vers elle à pas mesurés qui trahissaient son incertitude. La distance entre eux représentait plus qu'un espace physique. C'était la barrière finale de l'incompréhension qui avait séparé deux personnes qui, malgré les conventions sociales et les malentendus mutuels, avaient reconnu l'un en l'autre la rare possibilité d'un véritable partenariat. James se dirigea vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos, regardant le petit jardin au-delà, rassemblant ses pensées avant de se tourner vers Eleanor avec une résolution nouvelle. « Toute ma vie, j'ai lutté contre les contraintes de mon titre et de ma position. » commença-t-il, la voix calme mais ferme. « Enfant, je désirais explorer, expérimenter, poursuivre la connaissance pour elle-même. Mais on me rappelait constamment que de telles occupations étaient indignes d'un futur duc. Les mathématiques, la philosophie naturelle, l'astronomie, c'étaient des intérêts acceptables en tant que passe-temps, mais jamais comme des entreprises sérieuses pour un homme de ma condition. Mon père considérait mes penchants érudits comme une déception, mes tuteurs comme une distraction à surmonter. La société attendait de moi que je gère des domaines, que je noue des relations avantageuses et que je choisisse finalement une épouse convenable pour perpétuer la lignée.
Son expression s'adoucit alors que ses yeux rencontrèrent les siens. « Je n'ai renoncé à rien de valeur en abandonnant le duché. J'ai gagné la liberté de poursuivre ce qui compte. La connaissance, un but, et peut-être le cœur d'une femme qui me voit, moi, et non ma position. » La simplicité et la sincérité de sa déclaration firent tomber les dernières défenses d'Eleanor. À cet instant, elle reconnut qu'elle avait trouvé quelque chose de bien plus rare que la libération d'un mariage non désiré qu'elle avait initialement cherché. Elle avait trouvé un véritable égal, quelqu'un qui appréciait son esprit et son âme, plutôt que de considérer son intelligence comme un trait gênant à tolérer ou à réprimer. Elle fit un pas vers lui, comblant la distance physique qui reflétait les barrières émotionnelles qu'ils avaient construites par malentendu. Alors qu'ils continuaient à parler, partageant leurs espoirs et leurs craintes sincères sans prétention ni calcul, la pièce se réchauffa de la lumière de l'après-midi, qui semblait illuminer non seulement l'espace physique, mais aussi la clarté grandissante entre eux. James décrivit sa vision d'une recherche libre des attentes aristocratiques, tandis qu'Eleanor confessa son rêve de longue date de fonder une académie où les filles pourraient recevoir l'éducation mathématique qu'elle avait eu du mal à obtenir par l'étude solitaire. Leurs paroles se chevauchèrent avec une excitation croissante, alors qu'ils reconnaissaient l'alignement de leurs valeurs et de leurs aspirations, leur croyance partagée que la connaissance devait être poursuivie pour elle-même plutôt que pour l'avantage ou l'apparat. La conversation s'écoula avec l'aisance d'une véritable compatibilité, abordant les préoccupations pratiques des obligations familiales et des réactions de la société. Mais revenant toujours à la vérité fondamentale qui avait émergé de leur début tumultueux, qu'ils avaient découvert l'un en l'autre la rare possibilité d'un partenariat basé sur une connexion authentique plutôt que sur la convention. Cette résolution émotionnelle complétait leurs deux arcs de personnages, James trouvant le courage de vivre selon ses propres valeurs plutôt que les attentes héritées, et Eleanor dépassant l'indignation vertueuse pour reconnaître que la véritable indépendance signifiait juger chaque personne en tant qu'individu plutôt qu'en tant que représentant de sa classe. Alors que la lumière de l'après-midi les baignait d'une chaleur dorée, la distance qui avait semblé insurmontable sur la terrasse. Au clair de lune se dissolvait complètement, remplacé par la profonde compréhension qu'ils avaient chacun, à leur manière, mené le même combat depuis le début. Un an plus tard, la modeste mais belle maison de ville près du British Museum s'était transformée en un foyer et un havre intellectuel qui reflétait parfaitement ses occupants. Des bibliothèques tapissaient tous les murs disponibles, remplis de volumes sur les mathématiques, la philosophie naturelle, la littérature et l'histoire, tandis que de grandes fenêtres laissaient la lumière naturelle inonder les pièces principales où James et Eleanor menaient leurs travaux. Le salon du matin avait été converti en bureau d'édition, où ils géraient leur entreprise savante, Blackwood et Vallemont Academic Press, spécialisée dans les ouvrages scientifiques et mathématiques, y compris plusieurs d'auteurs qui avaient auparavant eu du mal à trouver des éditeurs disposés à examiner leurs manuscrits. Eleanor se tenait près de la fenêtre, tenant fièrement le premier exemplaire imprimé de son traité de mathématiques sur les équations différentielles, publié sous son propre nom, sans pseudonyme ni excuse. James la regardait depuis son bureau, le visage illuminé par ce mélange de fierté et d'admiration qui avait caractérisé leur première année de mariage. Leur parcours non conventionnel n'avait pas été sans défi, du scandale initial qui secoua la société londonienne à la douloureuse brouille avec le père d'Eleanor qui ne commençait que récemment à s'apaiser. Pourtant, ils avaient construit ensemble quelque chose de remarquable, un partenariat d'égaux qui s'était épanoui loin des contraintes étouffantes des attentes aristocratiques. La sonnette retentit, annonçant l'arrivée du frère de James, Edmund, maintenant duc de Thornfield, qui leur rendait régulièrement visite malgré les murmures que son association avec le duc déchu provoquait parfois. Alors qu'ils s'installaient dans le confortable salon avec du thé, Edmund partagea les dernières nouvelles de Londres avec un amusement à peine dissimulé.
La société continue de jacasser sans cesse sur le duc qui a tout abandonné par amour, rapporta-t-il, ajoutant que plusieurs ballades romantiques avaient été écrites sur le scandale, toutes plus mélodramatiques les unes que les autres. La dernière variante suggérait que James avait été ensorcelé par Eleanor, une narration qui les fit rire tous les deux, étant donné le fondement rationnel de leur connexion. Edmund continua avec des nouvelles de leur mère, qui avait finalement cessé sa campagne pour que James récupère son titre et avait même, à contre-cœur, commencé à reconnaître le succès de leur maison d'édition. Alors que le soleil de l'après-midi se déversait par les fenêtres, baignant la pièce d'une lumière dorée qui soulignait le contentement sur leurs visages, Eleanor prit la main de James dans la sienne. « Ils ne comprendront jamais que tu as tout gagné en abandonnant un titre. »« Et moi aussi, » dit-elle doucement. James serra ses doigts en accord silencieux, tandis qu'Edmund observait l'échange avec une compréhension croissante de ce que son frère avait découvert, quelque chose de bien plus précieux que le duché dont il avait hérité. Alors que les trois poursuivaient leur conversation, passant aisément des affaires de famille aux discussions savantes, la scène restait illuminée par cette parfaite lumière dorée, symbolique de l'éclat de leur avenir non conventionnel mais idéal. Leur histoire avait bouclé la boucle, de la confrontation à la compréhension, du rejet à l'acceptation, du préjugé à la sagesse. En choisissant l'amour authentique plutôt que la position sociale, ils n'avaient renoncé à rien de véritable valeur, mais avaient au contraire gagné tout ce qui comptait, une vie bâtie sur le respect mutuel, un but commun et une connexion sincère qu'aucun titre ni aucune fortune n'aurait pu leur offrir.